Nous allons voir dans ce paragraphe la différentielle, donc comment on calcule la différentielle d'un vecteur, mais on va commencer d'abord par calculer la différentielle d'une fonction à une variable, à une seule variable, et d'une fonction à plusieurs variables. Alors, commençons par la différentielle d'une fonction à une seule variable. Si l'on considère une fonction f de x dont la représentation graphique est donnée par la courbe C, si je distingue deux points x0 dont l'ordonnée f de x0 et x0 plus h dont l'ordonnée de x0 plus h, alors je rappelle que la dérivée de f au point x0 est égale à la limite de ce rapport-là. Et le numérateur du rapport, qui est la différence entre f de x0 plus h moins f de x0, donc c'est cet intervalle-là, que je représente ici en jaune, donc ils sont identiques. Et la même chose, le numérateur qui est h n'est autre que donc l'intervalle qui sépare les deux points. Alors, le fait de faire tendre h vers 0 revient à faire rapprocher ce point-là de ce point-là, représenter la représentation graphique au voisinage de ce point-là par une droite que je représente ici par la flèche, donc la double flèche en blanc. Et si je repère l'angle entre cette tangente avec l'horizontale avec alpha, plutôt la dérivée de f au point x0 n'est autre que ce rapport-là qui est le côté opposé à l'angle alpha, le dénominateur, le côté adjacent à l'angle alpha, et le côté opposé sur le côté adjacent n'est autre que la tangente alpha. Donc on peut dire que la valeur en ce point-là de la dérivée de f est égale à la tangente de l'angle que fait la tangente à la courbe en ce point avec l'horizontale. Je vous rappelle également l'équation de la droite tangente à la courbe au point x0, donc c'est donné par cette expression-là. Et il faut retenir en fait cette représentation graphique, elle est intéressante. Supposons que l'on voudrait comparer la valeur de la dérivée au point x1 à celle au point x0 sans passer par le calcul algébrique, sans passer par la limite. Alors il suffit de représenter la tangente à la courbe en ce point-là, de repérer son angle par rapport à l'horizontale, de comparer cet angle-là à celui-ci. On voit bien que bêta est supérieur à alpha, et comme tangente est une fonction croissante, donc tangente bêta est supérieure à tangente alpha, ce qui veut dire, et comme tangente de l'angle c'est la dérivée en ce point-là, ce qui veut dire que la dérivée au point x1 de f est supérieure à la dérivée de f au point x0. Donc vous voyez bien que c'est intéressant d'utiliser l'interprétation graphique de la dérivée. Alors pour la définition de la différentielle, donc la définition de celle-ci en un point x0 est donnée par cette expression-là, d de f, donc la différentielle de f au point x0 est égale à f' de x0h. On peut enlever le 0 et laisser x comme variable, ça devient d de f de x est égal à f' de x fois h. Comme h tend vers 0, donc ça veut dire c'est un déplacement infinitésimal, on va le remplacer par l'élément tout simplement de déplacement infinitésimal en x qui est égal à d de x. Alors je vous donne un exercice. Alors ce qu'il faudrait, l'interprétation en fait mathématique de ça, c'est que quand je fais varier x d'une quantité infinitésimale d de x, donc au point x0, la valeur de f autour de ce point-là varie de df. Donc df est la variation de f ou produite plutôt par une variation infinitésimale de x d'une valeur de d de x. Alors comme application, essayez de calculer le différentiel de f de x qui est égal log de x. Donc passons maintenant à la différentielle d'une fonction à plusieurs variables. Alors on refait la même définition, donc en fait on refait la même démarche, considérant donc une fonction de deux variables et le résultat que l'on obtient, on peut le généraliser à une variable. Alors la dérivée partielle de f par rapport à x, elle est donnée par cette expression-là. En fait, c'est la dérivée partielle de f, donc au point x0, y0, égal à la limite. Notez bien que le h ici, il est du côté du x, le y, il est resté le même. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de tout ça. Alors concrètement, en fait ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on fixe ici y à la même valeur, donc on fixe dans l'expression de f, on fixe y, ce qui revient, c'est comme si on a une fonction d'une seule variable, ça veut dire c'est comme s'il n'y a que x qui varie et on dérive f par rapport à x. Et l'expression que l'on obtient, on l'évalue au point x0, y0 et ça nous donne tout simplement la dérivée partielle de f par rapport à x en ce point-là. Alors maintenant, on peut faire de manière analogue la définition de la dérivée partielle de f par rapport à y, donc c'est la même chose. Pratiquement, c'est comme si on fixe x et f devient comme une fonction à une seule variable en y et on dérive par rapport tout simplement f par rapport à y. Et la différentielle en un point x0, y0, donc elle est donnée par l'expression qui est là. Donc c'est la dérivée partielle de f par rapport à x
exprimée en ce point-là fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, exprimée en ce point-là fois dy. En fait, l'interprétation, c'est que si on fixe y et on fait donc une variation infinitésimale de x égale à d de x, f va varier de cette quantité-là. La même chose, si on fixe x cette fois-ci, on fait une variation infinitésimale de y de cette quantité-là, la f va varier de cette quantité-là. Et donc la variation totale de f en faisant varier séparément x de d de x et y de d de y est donnée par la différentielle de f en ce point-là. Alors comme exercice, donc je vous donne cette fonction-là et vous essayez de calculer ses dérivées partielles et d'en déduire à quoi est égale sa différentielle. Alors avant de voir la différentielle d'un vecteur, on va revenir sur une notion importante que l'on retrouve en physique, c'est ce qu'on appelle une forme différentielle. Alors, une forme différentielle, elle peut être à plusieurs variables. Je prends l'exemple ici à 2 variables, mais les résultats que l'on va établir après sont généralisables pour une forme différentielle à plusieurs variables. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par une forme différentielle à 2 variables? C'est tout simplement une expression dans laquelle on a une fonction de x, y que je note par m fois dx, plus une fonction de x, y que je note par n fois dy. Elle est différentielle parce qu'on a les deux éléments différentiels en x et en y. Alors, on rencontre généralement certaines grandeurs physiques ont une expression analogue à celle-ci, et l'intérêt de ce qui va suivre, il va nous montrer qu'on peut calculer l'intégrale d'une forme différentielle. Alors on commence par définir une propriété qui est très importante. Donc une forme différentielle oméga est dite une forme différentielle totale exacte s'il existe une fonction f telle que d de f est égale oméga. Autrement dit, cette fois-ci l'intégrale de la forme différentielle n'est autre que elle est donnée par les valeurs de f sur le domaine d'intégration. C'est pour ça que donc une fonction est intégrable lorsqu'elle a une primitive. En quelque sorte, c'est comme si f est la primitive de la forme différentielle. Alors, comment on fait pour savoir si une forme différentielle est exacte ou non? Il suffit tout simplement d'utiliser la condition de Schwarz, qui est une condition nécessaire et suffisante. Alors, comment on fait? Alors, je prends le terme qui est là, je le dérive partiellement par rapport à y, et je prends le terme qui est là, je le dérive partiellement par rapport à x, vous voyez bien qu'on croise ici, et je fais la somme des deux. Si la somme est égale à 0, ça veut dire tout simplement qu'oméga est une forme différentielle totale exacte. Alors il y a un autre théorème, le théorème de Green, qui est très important. Ça permet en fait de transformer le calcul d'une intégrale simple en une intégrale double et vice versa. Alors quand on a donc un rond ici, ça veut dire que le chemin sur lequel on calcule l'intégrale, parfois cette intégrale aussi on l'appelle une circulation. Alors ce chemin-là, il est fermé. Donc l'intégrale d'une forme différentielle oméga sur un chemin C, que j'aurais exprimé ici, est égale à l'intégrale double de cette quantité-là. Donc vous voyez bien, c'est la même que j'ai ici, de cette quantité-là fois dx, dy. Donc je passe d'une intégrale. Et le domaine D ici, tout simplement, c'est la surface qui est délimitée par le contour du chemin C. Donc on verra dans des exemples ça dans la suite. Alors vous voyez bien, puisque cette forme c'est ce que j'ai ici, si oméga xy est une DTE, ça veut dire qu'il existe une fonction f telle que oméga est égal à d de f, et par conséquent, il existe une DTE, donc si oméga est une DTE, donc il existe f tel que oméga de xy est égal à df, et par conséquent l'intégrale entre a et b de df est égale à fb moins f de a. Et ne dépend pas du chemin suivi, puisque l'intégrale de oméga entre a et b ne va dépendre que des valeurs de f en b et des valeurs de f en a, quel que soit le chemin que l'on emprunte dans cette intégrale-là, quel que soit le chemin que l'on emprunte pour aller de a à b. Donc n'oubliez pas, si une forme différentielle est une forme différentielle totale exacte, son intégrale entre deux points ne dépend pas du chemin suivi entre les deux points a et b. Alors maintenant, toujours si oméga est une DTE, alors tout simplement son intégrale, si on réutilise cette propriété là, son intégrale sur un chemin fermé est nulle. Si le chemin est fermé, ça veut dire que A est égal à B, ça veut dire que c'est comme si je fais l'intégrale de A à A, ça fait f de A moins f de A, donc ça fait égal à 0. Et ça, c'est une propriété aussi très importante. Les deux propriétés que nous avons ici, vous les utilisez également en thermodynamique, comme on va voir d'ailleurs les exemples que je donne des formes différentielles totales exactes. Je prends les fonctions d'état thermodynamique, l'énergie interne, l'enthalpie ou bien l'entropie.
On va entamer maintenant donc la différentielle d'un vecteur, mais on va commencer par celle d'un vecteur unitaire et le résultat que l'on obtiendra, on le généralisera pour un vecteur quelconque. Alors on commence par un vecteur unitaire U, dont la direction est repérée par un angle θ, et donc U, la variable est θ, donc U est fonction de cette variable. Alors je rappelle que ce qui varie dans un vecteur unitaire, c'est la direction et le sens. Par contre, le module reste constant. On considère également, donc d'une part, un vecteur V qui est perpendiculaire à U, il reste constamment perpendiculaire, donc tout le temps, les deux vecteurs restent perpendiculaires l'un à l'autre. Et un troisième vecteur W qui est égal au produit vectoriel de U et de V, et si j'applique donc la règle du tire-bouchon, donc W est perpendiculaire au plan qui contient U et V, et les sortants. Donc de manière à ce que l'ensemble donc U, V, W constitue un trièdre droit. En fait, ça constitue en quelque sorte même une base orthonormée directe. Donc on effectue donc cette variation infinitésimale. Alors évidemment dθ étant vers 0, mais pour la clarté du schéma, je prends un dθ qui n'est pas très petit. Et par conséquent, donc U de θ, elle passe à, donc ce point-là passe ici, et par conséquent, donc U de θ, elle passe à, donc ça va venir, U de θ passe à U de θ plus dθ, qui est là, d'accord, et on prend le vecteur du de θ, donc si on utilise la relation de chat, U de θ plus dθ est égal à U de θ plus du de θ, donc on peut écrire que du de θ est égal à U de θ plus θ moins U de θ. En fait, du de θ, quand dθ tend vers 0, n'est autre que la différentielle de U, comme on va le voir après. Alors, il y a une chose, si je réessaie de réexprimer du de θ, donc je peux écrire du de θ est égal au module de du de θ, donc ce module-là, fois le vecteur unitaire dans cette direction. Or, le vecteur unitaire dans cette direction, il est perpendiculaire puisque du de θ est tangente au cercle, et comme U de θ c'est le rayon du cercle, donc du de θ elle est perpendiculaire à U de θ. Comme V de θ est perpendiculaire à U de θ, donc du de θ elle est portée, donc elle est parallèle à V de θ. Donc je peux écrire que du de θ est égal au module de du de θ fois le vecteur unitaire dans cette direction-là qui n'est autre que V. Et donc, et ça, on peut le module de du de θ, on peut le considérer comme un arc, donc l'arc entre ces deux points-là. Et vous savez que la valeur d'un arc est égale le rayon fois l'angle. Et par conséquent, je peux écrire que du de θ est égal à module de U, qui est le rayon ici, fois d de θ. Or, module de U, comme c'est un vecteur donc unitaire, il est égal à 1. Et par conséquent, le module de du de θ n'est autre que dθ. Et par conséquent, je peux écrire que du de θ est égal dθ fois V de θ, que je peux reformuler de cette façon, étant donné que ça c'est un trièdre droit, donc V de θ est égal à W vectoriel U, c'est ce que j'ai mis ici. Et pour vous convaincre là par rapport à V de θ, j'ai fait donc translater V de θ, et vous voyez bien que du de θ il est collinaire avec V, c'est ce qui m'a permis d'écrire ceci. Donc, alors on pose cette quantité là. Donc oméga est égal à dt sur dθ sur dt porté par W. En fait, le module de oméga, si vous regardez ici, c'est une vitesse angulaire. Et donc je peux écrire que du de θ est égal dt oméga vectoriel U. Parce que je remplace ça, donc ça fait dt fois oméga. Et donc si je divise par dt, qui n'est d'autre que la dérivée de u de θ par rapport à dt, donc c'est égal à oméga vectoriel U. Et vous voyez bien que, alors oméga il est appelé le vecteur rotation de U, je vous montrerai par la suite comment on le calcule. Mais si vous prenez un vecteur unitaire, vous le dérivez par rapport au temps, et si vous le mettez sous cette forme là, ça veut dire quelque chose vectoriel, ce même vecteur unitaire, alors le terme qui est là, ça correspond au vecteur rotation du vecteur unitaire U. Alors la définition, donc on peut énoncer que la dérivée d'un vecteur unitaire U est donnée par l'expression qui est là, donc du sur dt est égal à ça, sachant que oméga est le vecteur rotation de U. Alors quelques propriétés. Alors on peut voir déjà de là géométriquement que du il est perpendiculaire à U de θ. Donc si je fais le produit scalaire des deux, je trouve égal à 0. Ce qui implique, donc comme je viens de dire,
qui sont perpendiculaires U et D de U. Mais on peut le démontrer d'une autre manière. On sait que le produit scalaire de U avec lui-même est égal, le module de U au carré est égal à 1. Donc si je différencie ça est égal, la différentielle de 1 c'est 0. Et par conséquent la différentielle de ça est égal à 2U scalaire D de U. Comme c'est égal à 0, donc ça implique que U scalaire D de U est égal à 0 et ça implique que U est perpendiculaire à DU. Donc là c'est une propriété très importante à retenir, ça permet aussi de faciliter les calculs. Quand toujours la différentielle d'un vecteur unitaire elle est perpendiculaire au vecteur unitaire lui. Alors on va généraliser maintenant le résultat que l'on a obtenu pour un vecteur unitaire à un vecteur quelconque. On reprend un repère donc orthonormé droit R, une base E1, E2, E3 orthonormée également dans ce repère, et soit oméga, donc le vecteur rotation de cette base. Alors je reviendrai dans la suite de la vidéo pour vous montrer comment on calcule donc le vecteur rotation de la base cylindrique et de la base sphérique, sachant que pour la base cartésienne, comme c'est une base donc fixe, elle, son vecteur rotation est égal à 0, donc ça ne tourne pas. En fait, ça varie pas dans R. Alors, le fait, donc à la lumière des résultats donc de la différentielle ou de la dérivée d'un vecteur unitaire, on peut écrire que la dérivée de n'importe quel vecteur ici par rapport au temps est égale à oméga vectoriel EI, sachant que les trois vecteurs de la base, ils ont le même vecteur rotation. Alors maintenant, considérons donc un vecteur quelconque, donc dont les composantes dans la base B sont données par cette expression-là. Alors, la dérivée par rapport au temps du vecteur V, elle est donnée par l'expression que vous avez ici. Donc, c'est la somme de i est égal à 1 jusqu'à 3 de dvi dt EI plus oméga vectoriel V. Donc, bien que cette expression vous paraisse un peu plus compliquée, mais on va la démontrer juste après. Regardez, si donc on dérive, alors la dérivée de V par rapport au temps est égale à la somme, donc je peux faire entrer l'opérateur dérivé à l'intérieur, donc c'est la somme de i est égale à la dérivée de ce produit là. La dérivée d'un produit c'est la dérivée du premier fois le deuxième plus le premier fois la dérivée du deuxième, c'est ce que j'ai fait ici. Donc la somme dvi sur dt et ainsi de suite. Ça je le laisse puisque c'est le terme que j'ai ici. Par contre ici j'applique en fait le résultat que l'on a obtenu auparavant, donc d de ei sur dt est égal à oméga vectoriel ei. Après le signe somme, donc je le fais rentrer, ça fait la somme de i est égal à 3 de dvi dt ei plus, alors oméga, le vi, vous vous rappelez, un réel fois un produit vectoriel est égal à ce réel fois le premier vecteur vectoriel le deuxième, ou bien le premier vecteur vectoriel, le réel fois le deuxième vecteur, c'est ce que j'ai mis ici. Donc le VI, je l'ai mis à côté de EI, et la somme, quand je l'ai fait entrer sur le deuxième terme, comme oméga ne dépend pas de I, donc la somme, je l'ai mise donc sur VI EI. Or ça, ce n'est d'autre que donc V, et ça me donne le résultat que j'ai ici. dV sur dt est égal à ce terme-là, il est là. Je remplace ce terme-là par V, et ça fait oméga vectoriel V. Ce que l'on cherche à démontrer. Alors un exercice montrait que si V, module de V est constant, alors dv sur dt est égal à oméga vectoriel V. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que j'utilise cette relation-là, ça implique que tous les vecteurs de la base, tous les vecteurs d'une base, ils ont le même vecteur rotation.